Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 15h, les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a décrété un deuil national de 48 heures après le décès de l'émir du Koweït. Et le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un arrêt immédiat des combats en Arménie, Azerbaïdjan. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message de condoléances dans lequel le président Guelleh exprime sa compassion et sa solidarité à la nation sœur du Koweït, déplorant le décès de son émir Sabah Al-Ahmed Al-Sabah Al-Jaber Al-Sabah. Dans un message de condoléances transmis au nouvel émir de l'État du Koweït, son Altesse royale Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le chef de l'État djiboutien a fait part de l'effroi, de consternation que la mauvaise nouvelle a suscité au sein du gouvernement et du peuple de Djibouti. La nation djiboutienne partage d'autant plus aujourd'hui le fardeau du deuil avec le peuple frère koweïtien que l'émir Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah a singulièrement marqué de son empreinte personnelle l'œuvre réussie de fraternité, de solidarité, de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, et ce, dès son accession à la souveraineté nationale, a écrit le président Guelleh. Visionnaire infatigable au service du développement et rayonnement de son pays, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah restera entre autres gravé dans la mémoire des peuples de la région, aussi pour sa sagesse, son humanisme hors pair et sa mobilisation permanente en faveur de la paix, de la résolution des conflits par la voie du dialogue. Avec la disparition de l'émir du Koweït, a déclaré le chef de l'État, nul doute que le monde arabe et musulman vient de perdre un de ses piliers leaders les plus illustres, a estimé le chef d'État djiboutien, qui a décrété également 48 heures de deuil national. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toujours suite au décès de l'émir du Koweït, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a fait une déclaration ce matin, soulignant dans sa déclaration que la République de Djibouti a appris avec tristesse le décès de son Altesse, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Écoutons le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La République de Djibouti a appris avec grande tristesse le décès de son Altesse, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Ce grand homme politique a marqué l'histoire de son pays après plusieurs décennies d'un engagement sur tous les fronts. Avec plus de 40 ans à la tête de la diplomatie de son pays, il a pris les rênes de son pays également en 2006 en tant qu'émir du Koweït. Il a participé à de nombreuses missions de paix et de médiation dans le monde arabe, car sous son leadership, le Koweït était devenu une destination où l'on venait chercher la voie de la sagesse et de l'inspiration. Le Koweït et Djibouti ont, dès le début de l'indépendance de notre pays en 1977, entretenu des relations privilégiées de coopération dans tous les domaines, de l'énergie aux infrastructures, de l'économie au transport, de la sécurité alimentaire à l'éducation et au logement. Le Fonds koweïtien de développement a fourni de nombreux financements afin d'aider notre pays à consolider ses acquis du développement. Lorsque le Koweït a été envahi en 1990 par l'Irak, Djibouti n'a pas hésité un instant à condamner cette invasion et à soutenir la cause du Koweït. C'est aussi tout naturellement que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a adressé au gouvernement et au peuple koweïtien ses condoléances les plus attristées suite au décès de l'émir en décrétant 2 jours de deuil national. Enfin, Djibouti et le Koweït partagent de nombreuses similitudes géostratégiques et portent surtout des valeurs communes de coexistence pacifique, de solidarité, de paix et de prospérité. Djibouti continuera à œuvrer avec le Koweït sur la promotion de cet idéal commun.
Et le ministre des Le Affaires défunt émir étrangères du de la Koweït. coopération internationale a tenu également une conférence de presse au cours de laquelle il a rendu hommage à la mémoire du feu défunt émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et a longuement rappelé le projet de développement financé par son pays à Djibouti sous sa direction avisée, a-t-il dit. Le défunt émir du Koweït a servi d'abord pendant 40 ans à la tête de la diplomatie de son pays. Donc à ce titre, il a été très actif dans le domaine diplomatique en matière de médiation, de paix, etc. Il faut savoir également que le Koweït n'a pas hésité à soutenir Djibouti lorsque Djibouti a eu ses problèmes avec l'Érythrée au niveau de la frontière. 15 ans ou 20 ans plus tôt, Djibouti également a été aux côtés, solidarisé avec le Koweït et l'a soutenu lorsque le Koweït a été donc envahi par l'Irak en 1990. L'émir du Koweït a pris les rênes de son pays, comme je l'ai dit tantôt, en 2006. En 14 ans, je crois que le Koweït a fait beaucoup également pour Djibouti. Rien que le fait de citer les deux routes, la route de Tajoura Obok, plus de 70 km, et la route de Tajoura à Balho, plus de 110 km, financée sous forme de dons, est une, je dirais, réalisation, et une réalisation que les Djiboutiens, le gouvernement et son peuple apprécient à leur juste valeur. Le domaine de l'énergie n'a pas été en reste. Les centrales de Boulaos, la centrale de Djaban-As, et actuellement les centrales qui sont en train d'être construites pour la géothermie, le Koweït a toujours contribué au financement de ces projets. Et il a contribué dans d'autres secteurs qui sont beaucoup moins importants, tels que le logement, l'éducation, à travers des dons également, souvent des prêts, mais il y a eu beaucoup de dons également. Je crois que le fonds koweïtien et le gouvernement koweïtien ont toujours été, je dirais, très proactifs et très proches aussi des ambitions des pays en développement comme la République de Djibouti et surtout des pays arabes. L'émir du Koweït, Cheikh Sabah, Allah yarhamou, a également démontré son empathie et sa disponibilité permanente à l'endroit des pays comme Djibouti, parce qu'il considérait que les deux pays étaient confrontés aux mêmes défis sécuritaires, même défis de stabilité dans leurs régions respectives. Nous avons un peu des similitudes géostratégiques qui sont connues. Et à ce titre, le Koweït, je dirais, a une attention toute particulière à l'endroit de la République de Djibouti. Et nous sommes très reconnaissants pour cette attention. Le président de la République, son Excellence M. Smaïl Omar Guelleh, n'a pas hésité à décréter un deuil national de 2 jours, et ce qui est quelque chose d'exceptionnel et de très rare. Et ceci démontre et reflète l'excellence des relations qui existent donc entre le Koweït et la République de Djibouti. De son côté, le conseiller du président de la République pour les investissements, Fahmi Ahmed Al-Hag, a fait une déclaration lui aussi suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Le défunt a été, a-t-il dit, un visionnaire au service du développement et du rayonnement de son pays. Écoutons cette déclaration. Le décès du regretté, Son Altesse l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmed Sabah, est un événement douloureux, à la fois pour la nation arabe et la communauté internationale. Le regretté Cheikh Sabah était un grand ami de Djibouti. C'est un grand homme qui a toujours œuvré pour la paix et la concorde au sein du monde arabe et sur d'autres sujets internationaux. Ce qui lui a valu l'estime, le respect et la considération de la communauté internationale, qui reconnaît en lui des qualités humaines exceptionnelles d'un homme de sagesse et de maturité politique. Concernant notre pays, nous avons, durant les 2 dernières décennies, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, notre relation économique et politique a connu un tournant
décisive par l'octroi d'un appui financier important de la part de l'État frère du Koweït à beaucoup de projets d'envergure, notamment dans le secteur des infrastructures routières, notamment dans le nord du pays, l'énergie, l'eau potable, l'éducation, ainsi que le logement, ce qui a permis donc de développer une relation privilégiée et durable. Aujourd'hui, le Koweït constitue l'un parmi les principaux partenaires financiers dans le domaine de la construction économique et sociale, dont l'illustration réside dans la dernière réalisation du projet de construction de la route Tadjoura-Balhou à l'aide d'un financement qui nous a été alloué par le fonds koweïtien à hauteur de 150 millions de dollars. Je forme le vœu que nos prières soient exaucées pour que Dieu, le comble de sa grâce, et dans sa dernière demeure, le regretté Cheikh Sabah Al-Ahmed Sabah, et l'accueil dans son paradis. Également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui pour une visite de courtoisie Madame Anna Farou, ambassadrice de la République hellénique de Grèce, avec résidence à Addis Abeba en Éthiopie. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue à Madame Farou. Au cours de cette entrevue, les deux parties ont échangé leur point de vue sur l'état des relations bilatérales entre Djibouti et la Grèce, mais aussi les liens séculaires qui relient nos deux pays et la diplomatie djibouto-grecque. Également, les lycéens ont repris le chemin de l'école aujourd'hui 30 septembre dans tous les pays, soit 25 000 élèves du secondaire général et 3 400 élèves du secondaire technique et professionnel. Et comme à l'accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a effectué une tournée de supervision lors de cette rentrée des classes, à la tête toujours d'une importante délégation composée entre autres du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, des conseillers techniques et des directeurs généraux. Au cours de sa visite au lycée de Djibouti, le ministre a rencontré les enseignants de cet établissement qu'il a félicité au nom du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et en son nom personnel pour avoir relevé le défi d'avoir assuré la continuité des enseignements apprentissage à travers le téléenseignement. Durant toute la période du confinement, il a par ailleurs félicité le proviseur du lycée de Djibouti pour la réussite exemplaire des élèves au baccalauréat et surtout en série S, avec le taux de réussite a été de 85% cette année. Après le lycée de Djibouti, ce fut au tour du LIC. Il a été accueilli donc par le directeur de l'enseignement général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hammed, et le proviseur de l'établissement. Le ministre s'est félicité à l'issue de cette rencontre avec les nouveaux entrants du LIC qui ont, la plupart d'entre eux, choisi d'être au LIC de leur propre gré. Écoutons cette fois l'intervention du directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dirir. La rentrée des élèves du lycée de l'enseignement général et du lycée de l'enseignement technique. 25 000 élèves ont retrouvé leur banc dans les lycées. Donc c'est la reprise de tous les élèves de seconde, première et terminale aujourd'hui dans tous les lycées du pays. Donc cette rentrée s'est très bien déroulée. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, accompagné du secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahyoub, et de son staff, ont visité les différents lycées. Et donc ils ont pu bien apprécier cette rentrée qui s'est très très bien déroulée. Et donc les élèves étaient tous présents, les enseignants étaient tous présents. Le ministre a encouragé et félicité les enseignants pour le travail et surtout pour leur dévouement pour que les élèves puissent réussir. Et le résultat de ce travail a été très palpable. Et donc le ministre a félicité tous les enseignants de l'enseignement général et de l'enseignement technique.
Dans la ville d'Arta, où l'association sportive de la région a organisé ce lundi une cérémonie de clôture de l'année sportive. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de l'énergie, Younis Ali Guedi, des responsables administratifs de la région, à savoir le préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi, Ahmed Assoui, ainsi que le député Waberi Omar Malo. Cette cérémonie s'est clôturée par l'organisation d'une soirée par cette association sportive et à leur tête, M. Idriss Ali Roblé, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et le port de Djibouti recrute des étudiants en ingénierie et ce suite à un concours organisé ce matin à l'université de Djibouti et plus précisément à la faculté d'ingénierie. Plus de 70 candidats ont passé ce test en présence du directeur de la société de gestion à terminal de conteneurs de Djibouti, M. Abdullahi Adawessi, qui est le président de l'université de Djibouti, les doyens et leur staff. À l'issue de ce concours, les lauréats seront recrutés. Cette faculté d'ingénierie a été inaugurée par le chef de l'État, et notamment par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui vise à offrir une formation répondant aux besoins réels d'ingénierie identifiés dans les secteurs socio-économiques porteurs actuellement. La faculté d'ingénierie propose les spécialités en génie civil, en génie électrique et énergétique. Et nous allons à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour parler de cette réunion consultative conjointe annuelle, coprésidée par notre ambassadeur accrédité à Addis Abeba, représentant permanent auprès de l'Union africaine et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, M. Mohamed Idriss Farah, et avec le président du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion virtuelle conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a rappelé que l'initiative de faire taire les armes de l'Union africaine repose sur l'engagement politique des États membres. Il a également souligné que malgré les défis posés par la pandémie, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est resté actif, continue à fournir des orientations politiques sur les questions de paix, de sécurité sur le continent. Et la réunion virtuelle a vu également la participation du commissaire à la paix et à la sécurité, M. Saïl Sarghi, le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et aussi l'ambassadeur des États membres de la paix et du Conseil africain. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve tout de suite après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous allons revenir avec cette intervention de notre ambassadeur en Éthiopie, également président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, qui a salué l'effort du Conseil de sécurité des Nations Unies pour son soutien à l'Union africaine. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire bonjour à ceux de New York et bien entendu bon après-midi à mes collègues ici à Addis Abeba. Au nom du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je voudrais saisir cette occasion pour me joindre à mon coprésident pour vous souhaiter à tous la bienvenue à notre 4e séminaire informel conjoint virtuel entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies. Alors que nous sommes sur le point de débattre de questions qui présentent le plus grand intérêt pour nos deux conseils, je suis convaincu que cette session nous donnera l'occasion d'échanger aujourd'hui sur nos 2 points de l'ordre du jour, à savoir le renforcement de la coopération entre le Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil de paix et de sécurité, en nous concentrant sur l'amélioration des méthodes de travail, y compris une réflexion sur les missions conjointes sur le terrain, ainsi que le thème « Faire taire les armes en Afrique », créer des conditions propices au développement de l'Afrique, qui est également le thème de l'UA en 2020. Permettez-moi de mentionner que la pandémie du Covid-19 nous a empêchés d'avoir nos réunions physiques normales que nous tenons depuis la première réunion conjointe entre nos deux conseils en 2007 et a montré au monde que la coopération et la coordination de nos efforts sont essentiels. Enfin, et avant de conclure, bien que je pense que ce sera dans notre discussion d'aujourd'hui, je voudrais reconnaître l'effort du Conseil de sécurité des Nations unies pour son soutien à l'Union africaine dans la mise en œuvre de la feuille de sa route principale de l'UA sur faire taire les armes sur le continent africain d'ici 2020. Et l'Afrique compte toujours sur votre soutien. Retour à Djibouti où l'ONG WAMI a distribué aujourd'hui 30 chariots avec des vêtements aux familles les plus démunies. Eh bien, la remise de ces vêtements s'est déroulée en étroite collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de la solidarité au siège de l'organisation, en présence notamment du directeur régional de l'organisation, M. Maïsara Mohamed Seif, du conseiller technique du ministère des Affaires
social et de solidarité, M. Mahmoud Bilé, ainsi que le responsable de l'ONG qui a ouvert ses portes depuis l'année 2000. Eh bien, dans une brève intervention, le représentant du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mahmoud Bilé, a exprimé ses remerciements et sa gratitude envers l'organisation et l'ONG WAMI. De son côté, le directeur régional du bureau WAMI, M. Meissara Mohamed Sef, a salué la coopération fructueuse entre le bureau et le ministère des Affaires sociales de la solidarité en exprimant sa gratitude. Ainsi, il a rappelé que ce geste humanitaire s'inscrit dans le cadre des activités caritatives et sociales du bureau WAMI à Djibouti. À Dikil, cette fois, est dans le cadre du projet Parisaire financé par la Banque africaine à travers la DDS, deux associations de Mouloud et l'association dénommée IFTIN et l'association pour le développement agricole rural ADAR ont conjointement organisé hier matin, 29 septembre, une cérémonie de lancement des travaux de deux projets communautaires financés par la BAD à travers la DDS. Cette cérémonie s'est tenue dans une ferme agro-pastorale et ont pris part à cette cérémonie le sous-préfet de Mouloud, Omar Abdullahi, les membres natifs du conseil et des leaders communautaires de ce village. Et comme Mouloud s'agrandit, les anciens abreuvoirs ont été envahis par les habitations et donc il faut les décaler, les construire au-delà des habitations pour permettre que les nomades et leurs cheptels puissent accéder d'une manière facile à ces points d'eau-là. Je tiens à remercier le président du conseil régional pour l'appui constant qu'il nous a apporté lors de notre demande de financement à ces deux projets. Suivant cette fois le mot du président du conseil régional de Dikil, M. Abdelrahman Younissare. Appuyé par le conseil régional de Dikil et la DDS, Mouloud appuie des associations émanantes du village de Mouloud ont pu bénéficier de ces micro-projets de l'ordre de 3 millions chacune. Un projet consiste à la construction des abreuvoirs. Comme vous le savez, le village de Mouloud se trouve dans un axe vraiment névralgique. C'est un axe de transhumance entre les pasteurs qui proviennent du côté, même au-delà de la région de Dikil, via la région d'Ali-Sébié ou bien dans les zones côtières. Donc, partant de ces faits, cette association a pensé à construire des abreuvoirs pour les cheptels. La deuxième association, quant à elle, elle va financer la construction, la réhabilitation et la pose des WC turcs avec siphon, non seulement pour lutter contre l'insalubrité, donc pour qu'il y ait une bonne hygiène au sein de ces 24 ménages, et pour lutter également contre la prolifération des moustiques. Concernant le conflit en Arménie et Azerbaïdjan, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un arrêt immédiat des combats. À l'issue d'une discussion à huis clos sur le Haut-Karabakh, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé hier mardi 29 septembre une cessation immédiate des combats. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné le recours à la force dans la région disputée du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et les forces séparatistes soutenues par l'Arménie. Le bilan officiel s'établissait hier à 97 morts, à savoir 80 soldats séparatistes et 17 civils, 12 Azerbaïdjan et 5 côtés arméniens. Mais les deux camps affirment chacun d'eux d'avoir tué des centaines de milliers d'ennemis. La Russie, la France et les États-Unis, médiateurs au sein du groupe Minsk dans ce conflit, ont appelé sans succès à un cessez-le-feu et à des négociations. Les efforts de médiation durent depuis plus de 30 ans et ne sont parvenus à régler aucun conflit concernant cette région. Et concernant l'épidémie du Covid-19, la maladie repart à la hausse au Maghreb et en Afrique du Sud. Si l'Afrique s'en sort plutôt bien pour l'instant face à l'épidémie, la recrudescence des cas de personnes affectées par le nouveau coronavirus, notamment en Europe, peut inquiéter le continent.
le Maghreb, en effet, pourrait être de nouveau affecté par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, la maladie étant de nouveau en progression en Afrique du Nord. Le Maroc, qui a atteint 2113 décès, a connu sa pire journée lundi, avec le décès de 44 personnes suite à leur contamination au coronavirus. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi.